Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce troisième numéro de Guinée Forum, une émission grand public produite par Search for Common Ground en collaboration avec la RTG, avec l'appui de la Banque mondiale. Ici, nous débattons, nous échangeons autour des réformes engagées dans notre pays par les autorités. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, nous nous intéressons spécifiquement au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Pour en parler, notre invité, M. Barry Ibrahim, secrétaire général du dit département. M. Barry, et merci d'être venu dans cette émission. Oui, au public et à vous-même. Voilà, pour co-animer donc cette émission avec moi, David Yombouno, journaliste à la RTG. Merci d'être venu. Merci, c'est un devoir. Voilà, je n'oublie pas le public. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une émission en grand public. Le public qui a fait le déplacement aura donc l'opportunité de poser de nombreuses questions à notre invité qui tentera tant bien que mal d'apporter des éléments de réponse. Sans plus tarder, David Yombouno pour la première intervention. Alors, M. Barry, ma question, ça tourne autour de l'appellation de votre département, ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune. Alors, à entendre, on a l'impression que votre département crée de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que c'est le cas? Bref, quelles sont les attributions de votre département? Bien, merci beaucoup, M. Yombouno. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, cela ne veut pas dire que c'est nous qui créons les emplois. Pourtant, c'est ce que ça dit. Non. Le ministère de la Jeunesse, dans ses attributions, s'occupe plutôt de tout ce qui est promotion de l'emploi, mais aussi d'autres choses concernant les jeunes de Guinée. Le ministère n'est pas donc un ministère qui pourvoit l'emploi, c'est un ministère qui contribue de sa manière à faire en sorte que les emplois soient accessibles pour les jeunes, préparer les jeunes à l'employabilité et les placer sur le marché de l'emploi. Pour votre information, oui, quand il y a des concours de recrutement, vous n'avez jamais entendu dans ce pays que le ministère de la Jeunesse a organisé un concours. C'est le ministère, pour ce qui est de l'espace public, c'est le ministère de la fonction publique en charge de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration qui organise les concours d'accès à la fonction publique. Quand il s'agit des emplois dans le secteur privé, c'est des entreprises privées qui lancent leur appel à candidature et les jeunes répondent à ces appels à candidature. Ce que nous faisons, nous travaillons sur les politiques, sur les stratégies pour donner de la formation, pour préparer les jeunes à ce que ces emplois qui sont ouverts pour l'ensemble des jeunes soient accessibles à eux et qui leur permettent justement d'occuper les postes. On comprend clairement parce que vous dites que vous faites plus de la promotion. Et concrètement, quels sont les outils que vous avez pour promouvoir l'emploi de la jeunesse? Alors, plusieurs outils. Et là aussi, en partenariat avec d'autres ministères. Nous travaillons avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'emploi et autres. Nous travaillons avec tous les ministères en charge de l'éducation. Je veux parler du ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire. Ensuite, nous avons à l'intérieur, comme je le disais, des outils qui permettent justement de préparer les jeunes à l'emploi. Nous avons le Fonds national d'insertion des jeunes qui a un volet important de formation. Nous avons des projets de dimension d'envergure nationale. Par exemple, le programme Booster les compétences. Il y a d'autres projets qui sont en place de moindre importance, qui participent tous justement à permettre aux jeunes d'être préparés et d'aller sur le marché de l'emploi. Monsieur Barry, vous parlez, David Yombouno s'il te plaît, vous parlez d'une nouvelle dynamique depuis 2010, avec l'arrivée des nouvelles autorités qui gouvernent actuellement. Vous avez parlé du projet Booster les compétences. Est-ce que vous pouvez de façon globale revenir sur les grands projets que vous avez engagés depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui sont en faveur de la jeunesse guinéenne, de façon globale? Peut-être avant de revenir sur les grands projets, nous sommes dans, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le thème, nous sommes dans la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Qu'est-ce que le ministère fait
dans ce paquet-là. Donc je pense qu'il faut revenir d'abord à ce sujet-là pour que vous compreniez qu'est-ce que l'on fait dans les différents paquets qui sont proposés, et puis à l'intérieur, comment nous déroulons cela en fonction de la politique nationale de la jeunesse, de notre plan stratégique et surtout de la lettre de mission confiée au ministère de la jeunesse. Donc voilà ce que je voudrais vous proposer. Ceci dit, quand vous prenez la réforme de l'État, il y a grosso modo 3 piliers. Le premier, c'est celui-là qui est la rénovation de l'organisation administrative. Le deuxième, c'est l'amélioration de la qualité de la gestion publique. Et le troisième, c'est l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Donc, regardons à l'intérieur de ces 3 paquets, qu'est-ce qui est fait. Quand vous prenez le premier, rénovation de l'administration administrative, là-dedans, vous trouvez la réorganisation de la structure administrative. Alors, dans ce volet-là, qu'est-ce que le ministère a pu faire? Je pense qu'il faut plutôt décliner de cette manière-là. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, la création de ce ministère, parce qu'il y a eu un décret de M. le Président de la République qui met en place le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Donc, il fallait revisiter l'ensemble des textes régissant le fonctionnement du ministère de la Jeunesse avec la création de nouveaux services, cela conformément à la réforme même de l'État et à la modernisation de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux services qui ont été créés. On a renforcé les missions à l'intérieur des directions nationales. Chez nous, il y a la Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives. Il y a la Direction nationale des infrastructures et des équipements socio-éducatifs. Il y a la Direction nationale de l'emploi. Et puis, à l'intérieur, plusieurs autres services qui viennent en appui à ces grosses directions. Et pour cela, des textes ont été rédigés, des textes, des arrêtés, des décisions qui ont été signés, donc permettant d'abord le mouvement des personnels de ces services, ensuite faire en sorte que ces services puissent travailler. Quand vous regardez un peu l'approfondissement, le deuxième point dans ce paquet 1, l'approfondissement de la déconcentration, c'est-à-dire que il faut donner beaucoup plus de travail aux services déconcentrés des différents départements. Et chez nous, il y a aujourd'hui la création des services sous-préfectoraux de jeunesse qui n'existaient pas auparavant. Le deuxième, l'amélioration de la qualité de la gestion publique, c'est la modernisation de la gestion des ressources humaines. Cela se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau des fichiers des personnels, on est en train de regarder tout ça pour tirer au clair le nombre de personnes qui est dans chacun des services au compte du département, avec bien sûr un effort à faire pour faire partir tous les doublons et puis ou les gens qui sont dans la fonction publique mais qui sont aussi ailleurs. Donc cet effort, il est en train de se jouer au niveau du ministère, et la DRH, la division des ressources humaines de notre ministère, travaille dans ce sens-là. Et là, en lien direct avec le ministère en charge de la modernisation de l'État. L'approfondissement des réformes budgétaires et financières. Il y a des plans, maintenant, des plans annuels de travail qui sont élaborés, et ces plans annuels comportent à la fois les responsabilités des services, mais aussi les aspects financiers. Donc, c'est de regarder de très près comment les coûts des différentes activités qui sont produites et mettre cela en lien avec l'effort financier de l'État. Quand vous prenez la promotion de la culture des résultats, on reviendra tout à l'heure, et sur ce chapeau-là, justement, c'est là où nous aborderons les grands résultats ou les grands projets ou chantiers que nous avons au sein du ministère pour faire le lien entre ce volet-là et les résultats produits par le ministère de la Jeunesse. Le troisième pilier, c'est l'amélioration de la qualité des services. Là-dedans, il y a la promotion de l'administration électronique. Cela veut dire qu'il y a le réseau Internet qui est en train d'être
employés par avec la présence de la fibre optique. Vous allez au ministère maintenant là, aujourd'hui même vous trouverez des gens en train de travailler pour la mise en place d'une salle vidéoconférence, mais aussi nous travaillons à ce que tous les services puissent être équipés pour permettre la fluidité de l'information, la circulation de l'information. J'ai parlé aussi dans ce paquet-là, il y a la relation entre l'administration et les usagers. C'est comment faciliter l'accès de l'usager aux services donnés par l'administration, qu'elle soit au niveau central ou au niveau déconcentré. Alors, dans ce cas, il y a une cellule de communication qui est mise en place. Nous avons un compte Twitter, nous avons un compte Facebook, nous avons une page web. Et tout ce que le ministère fait est posté directement sur ces canaux de communication pour permettre justement à l'usager d'aller trouver l'information qu'il souhaiterait avoir au sein du ministère de la Jeunesse. Mais aussi, nous améliorons le dispositif d'accueil pour qu'un dossier qui rentre au secrétariat central du ministère de la Jeunesse ne puisse pas faire 15 jours, un mois sans être traité. Ok. M. Barima, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que dans les structures déconcentrées à l'intérieur du pays, jusqu'au niveau sous-préfectoral, que vous avez mis les moyens à disposition. Mais est-ce que dans ces structures-là, en tant que département de la jeunesse, est-ce que c'est des jeunes qui travaillent là? Parce qu'on parle aussi du rajeunissement de l'administration. Nous n'avons pas dit, je ne vous ai pas dit qu'on a mis les moyens. Ce que je vous ai dit, on a créé les structures depuis le niveau national jusqu'au niveau des sous-préfectures. C'est-à-dire qu'il y a à faire un recrutement pour que les postes créés au niveau des sous-préfectures soient aussi fonctionnels. Alors, rajeunir et féminiser, si c'est à ce projet que vous voulez venir, bien sûr que le ministère a participé au processus. C'était un appel à candidature ouvert. Nous avons pu lancer l'information au ministère de la Jeunesse. 17 de nos cadres ont pu participer à ce programme qui s'est déroulé pour le moment en 2 vagues. Et sur les 17 qui sont allés, il y en a 13 qui sont certifiés. Okay. Certifiés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un diplôme leur permettant de pouvoir accéder à des postes au sein de l'administration. Okay. Et donc, justement, parce que l'occasion m'est donnée, c'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions avec maintenant le ministère en charge de la réforme administrative et de la fonction publique pour qu'il y ait un recrutement d'au moins 350 jeunes au niveau de nos services déconcentrés et en particulier sur les services sous-préfectoraux de jeunesse. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure à toutes ces questions-là. Je rappelle quand même qu'il y a un public qui est dans cette salle qui doit participer à cette émission. Avant donc de donner la parole au public, il y a un reportage qu'on aimerait projeter ici, un reportage réalisé sur les actions du ministère de la Jeunesse, dans lequel on retrouvera aussi les attentes des populations à la base par rapport à ce que vous faites au niveau de votre département. Reportage réalisé par Mamadi Terna Kamisoko. 10 août 2015, le palais Mohamed V a fait le plein. Devant 2500 délégués de jeunesse venus de toute la Guinée, le chef de l'État a reçu officiellement le cahier de doléances des jeunes. Le document est une synthèse des préoccupations de la couche juvénile collectée pendant 3 mois auprès de 50 000 jeunes. La campagne dénommée Consultation nationale de la jeunesse, initiée du 25 mai au 10 août dernier, a été une première en Guinée. Il y a eu des périodes où les programmes en direction des jeunes étaient commandités par là-haut et imposés aux jeunes. Il y a eu des moments où on a conçu les programmes avec les jeunes, mais dans la mise en œuvre, les jeunes étaient quasi absents. Aujourd'hui, nous avons fait la synthèse des choses. Il fallait associer les jeunes à la conception, à l'élaboration,
à la conduite, au suivi et évaluation. La Guinée est frappée depuis 2 ans par la fièvre Ebola. L'économie a été sérieusement affectée. Recueillir donc les besoins de la jeunesse dans un tel contexte est une chose et les traduire en actes concrets en est une autre. Depuis la remise du cahier de doléances au président de la République en août dernier, la jeunesse serait en manque d'informations. Ce silence pousse de nombreux jeunes à perdre espoir. Suleiman Mara, vendeur de friperie à Kaloum, est dans cette situation. Moi, je peux dire que le ministère de la Jeunesse n'a rien fait pour le moment. Bon, regarde, comme moi, un homme de bientôt 30 ans, comment on peut gagner notre quotidien. On peut dire que ça ne va pas d'abord. Pour le moment, il n'y a aucun espoir, mon frère. Ce jeune cambiste est plutôt satisfait de la tenue de la consultation nationale. Cependant, il sollicite qu'une attention soutenue soit accordée aux jeunes analphabètes du pays. J'ai l'espoir et j'encourage aussi le ministre de la Jeunesse d'aller dans les hameaux. Il y a les jeunes qui n'ont pas étudié. 80 ou 70% des jeunes Guinéens sont illettrés. Moi, ce que je conseillerais au ministre, c'est de revoir ça. Il y a des illettrés, il y a des jeunes dans les villages qui sont intelligents, qui pourront faire quelque chose. À toutes ces interrogations soulevées par les jeunes, le ministère de la Jeunesse rassure avoir obtenu le soutien du chef de l'État pour le démarrage de la mise en œuvre des recommandations issues de la consultation nationale de la jeunesse. Le ministère a déjà, n'est-ce pas, ouvert l'un des chantiers. C'est aujourd'hui la mise en place de la structure fêtière des associations des jeunes, de la jeunesse guinéenne. Ça, les TDR sont terminés. Il y a un chronogramme qui a été élaboré. Le ministère a dans son champ d'action les jeunes qui n'ont pas du tout allé à l'école. Il y a des programmes spécifiques dans le cadre, par exemple, du développement et de l'intensification des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qu'on développe pour ces catégories. Il y a même l'alphabétisation fonctionnelle. Mieux, durant l'année 2015, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP s'est mise en action. 3 grands projets de haute intensité de main-d'œuvre ont été entamés, dont le pavage des chaussées de la capitale. Et plus de 10 000 jeunes ont bénéficié des emplois temporaires. Vous avez vu les 4 artères que nous avons pavées aujourd'hui à Conakry. Et sur ces axes, nous avons utilisé plus de 3500 jeunes. Par rotation, naturellement, les jeunes viennent travailler et sont rémunérés. Et nous avons aussi le projet Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée. Le président de la République, à travers le ministère de la Jeunesse, a mis à la disposition de la jeunesse guinéenne 24 tracteurs et 75 motoculteurs. Et je puis vous dire aujourd'hui, nous avons plus de 590 hectares qui ont été cultivés et c'est une réelle satisfaction. Il y a également un autre projet que nous sommes en train aujourd'hui de réaliser, c'est le projet d'assainissement de la ville de Conakry à travers la phase pilote de ce projet qui va se dérouler à Kaloum, où nous avons recruté 15 GIE, des groupements d'intérêt économique. Parallèlement, le projet de filets socioproductifs a fait du chemin. De 13 000 emplois temporaires en 2014, il est passé à 28 000 en 2015 avec 4 millions de dollars distribués aux jeunes et aux femmes engagées dans les travaux d'assainissement et de curage des caniveaux. Un autre chantier ouvert par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est le combat contre Ebola. Près de 30 000 jeunes ont été mobilisés dans la sensibilisation à base communautaire contre l'épidémie. L'ensemble des communes urbaines et rurales du pays ont aussi été dotés de kits de sonorisation et des écrans plats pour l'animation des centres socio-éducatifs. L'ambition est donc grande pour le département de la jeunesse. Un bon climat social et politique en 2016, doublé de la volonté politique manifestée au plus haut sommet de l'État, pourrait faciliter l'employabilité des jeunes Guinéens. Voilà, donc merci à Mamadi Terna Kamisoko pour ce brillant reportage. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils suivent l'émission Guinée Forum. Nous avons pour invité le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, M. Ibrahim Bari. M. Bari, vous venez de suivre le reportage avec nous.
On parle d'un projet très intéressant dans ce reportage. Il s'agit de celui concernant les consultations nationales avec toute la jeunesse de Guinée. Un rapport a été transmis au président de la République. Dans le reportage, certains jeunes disent ne pas être informés du contenu de ce rapport. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'il soit vulgarisé? Qu'en est-il? Bien. Je pense que le projet de consultation nationale qui a été mené jusqu'à la remise des cahiers de doléances est un projet très important, à la fois pour nous, mais aussi pour les jeunes de Guinée. Pour nous, parce que nous avons une politique nationale avec un plan stratégique qui s'étale sur 10 ans. Il était important pour nous, à 5 ans, qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse évaluer, qu'on puisse regarder tout ce qui va bien, tout ce qui ne va pas bien, pour essayer d'apporter des mesures correctives pour les 5 prochaines années. C'est ce travail qui a été fait, à la différence que cette fois-ci, à cette évaluation, ont été associés les jeunes. Les jeunes, depuis Conakry jusqu'à Horeguilintiwol dans Fria ou à Daramanyaki dans Téléméré. Et l'une des particularités, c'est que c'est les jeunes eux-mêmes qui sont allés demander à leurs collègues ce qui va et ce qui ne va pas. Avec une liberté d'expression, donc libération de la parole du jeune pour qu'il s'exprime à tout point de vue. Par 2000 jeunes qui ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire et ces 50 000, grosso modo, jeunes qui ont été écoutés. Nous avons ouvert un call center au ministère de la Jeunesse avec un numéro coup, un numéro vert 1535 qui a explosé en termes d'appels reçus. Combien d'appels reçus? 15 000. Okay. 15 500 exactement. Il y a eu 12 000 dossiers de candidature déposés à la commission qui était chargée de recruter les commissaires nationaux, les commissaires généraux, les rapporteurs dans les différentes structures. Et donc cette consultation a recueilli l'ensemble des besoins et des aspirations des jeunes. Il y a eu des travaux qui ont été organisés au niveau des préfectures, au niveau régional, et une synthèse a été faite à Conakry avant que ces doléances ne soient portées à M. le Président de la République par les jeunes eux-mêmes. Alors, à l'intérieur des cahiers, vous verrez que les questions d'emploi et de formation sont abordées, parce que c'est le premier élément qui apparaît dans le diagnostic qui a été fait. Les questions de sécurité, sécurité alimentaire, mais aussi sécurité des citoyens. Les questions de la jeune fille en termes de protection, protection contre les excisions, protection contre les mariages précoces, cela a été exprimé. Les questions liées à l'agriculture, comment faire en sorte que les jeunes soient, en tout cas en milieu rural, soient suffisamment aidés pour leur permettre de développer leur projet, entre autres. Ok. Alors, on a aussi vu dans le reportage de Mamadi Terna Kamisoko, on parle de booster les compétences. Où en est-on avec ce projet aujourd'hui? J'en ai parlé. Heureusement, vous avez dans cette salle le patron de booster les compétences. Booster les compétences, justement, a été initié sur la base des constats qui ont été faits, en particulier sur l'inadéquation entre la formation et l'emploi dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ne peuvent pas répondre à un appel à candidature sérieux. Est-ce que c'est à ce niveau que se situe vos rapports avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le préuniversitaire? Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce projet Booster les compétences regroupe le ministère donc, de la Jeunesse, parce que nous sommes le ministère tutelle, donc la contrepartie nationale de ce projet. Il y a le ministère de l'Enseignement technique, le ministère, tous les 3 ministères en charge de l'éducation. Et donc, ce projet Booster les compétences se repose aussi sur 3 piliers. Il y a
un fonds compétitif pour l'employabilité des jeunes. Il y a un deuxième volet dédié à l'éducation pour l'employabilité, dont la composante est menée en termes de mise en œuvre par l'AGIP, l'Agence guinéenne pour l'emploi. Et puis il y a une troisième composante dédiée au renforcement des capacités institutionnelles de ces 3 ministères clés qui sont dans ce projet-là. C'est un projet de 6 ans. Il est en démarrage avec la mise en place des différentes structures et organes qui doivent gérer ce projet. Et je pense que c'est une opportunité pour les jeunes universitaires, mais aussi les jeunes qui ne sont pas allés à l'école, parce que j'en ai entendu dans le reportage, pour leur permettre d'accéder à des moyens leur permettant d'améliorer leur employabilité. Pour les autres qui ne sont pas à l'école, pour leur permettre d'accéder à des ressources leur permettant de développer des activités assurant leur autonomie. Ok. M. Barry, l'émission, on vous l'a dit, est animée avec la participation du grand public. Et dans le public, justement, il y a déjà des gens qui commencent à se manifester, veulent poser des questions. Nous allons aller... Très rapidement, oui. On a cité booster les compétences. Il y a espoir des jeunes de Guinée, des jeunes agriculteurs de Guinée, qui se déroulent totalement à l'intérieur du pays. Justement, une question des jeunes de l'intérieur du pays sur ce projet-là. Tout à l'heure. Il y a le projet pavage, dans sa phase pilote, on l'a vu dans le qui est dédié à la fois aux jeunes ayant une certaine compétence, mais aussi aux jeunes qui ne sont pas du tout allés à l'école. Oui, il y a aussi la participation des jeunes dans la lutte contre Ebola, on l'a aussi vu dans le reportage. Tout à fait. Nous allons revenir là-dessus, mais pour le moment, priorité au public. Je pense qu'il y a une question. Oui, il y a un dans le public qui a déjà le micro, il va se présenter et poser sa question. Kamara Alassane 1, diplômé en droit public à l'université Kofi Annan. Et le projet aujourd'hui qui est vraiment la réforme de l'État et la modernisation de l'administration qui se passe sous la bannière du ministère de la Jeunesse, ça c'est bien fait. J'avoue, monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, que j'ai été acteur du projet Consultation nationale de la jeunesse. Je suis le commissaire régional de la commune de Ratoma. Et le projet que nous avons piloté, nous avons commencé au niveau de Conakry jusqu'au dernier village de la République de Guinée pour aller vraiment demander les jeunes leurs problèmes. Parce que quand le projet a été vraiment lancé par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le président de la République nous a donné l'instruction que... Vous avez une question? Pas de commentaire. S'il vous plaît, ce n'est pas commentaire, mais j'arrive à ma question. Allez-y tout droit. C'est toujours dans le cadre de la consultation nationale de la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Quand nous avons eu l'instruction qu'on ne peut pas guérir la maladie d'une personne sans aller lui diagnostiquer, cela nous a beaucoup motivé, nous les jeunes, nous sommes engagés. Mais depuis mai jusqu'à mois d'août, nous avons fait le projet et nous avons fait la remise du cahier de doléances chez le président de la République. Jusqu'à maintenant, je pose la question, pourquoi il y a vraiment le calme après l'exécution de ce projet? Il n'y a pas d'impact sur l'emploi jeune pour les jeunes, nous nous posons la question là. Deuxièmement, c'est toujours au niveau du ministère de la Jeunesse. Nous avons parlé tout de suite comme on appelle l'agence d'intérêt public, qui est une direction qui relève du ministère de la Jeunesse. J'aimerais savoir quel est le rôle de l'agence là dans l'employabilité des jeunes. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le ministère de la Jeunesse fait partie du dispositif de modernisation de l'État et de la réforme. D'accord? C'est le ministère en charge de la fonction publique qui pilote ce projet au nom de l'État guinéen. D'accord? Ceci dit, pour la consultation, vous avez participé, comme vous l'avez dit, à ce processus. Vous n'êtes pas allé à Pella
j'imagine, vous êtes resté dans votre commune parce que c'était là votre territoire. À Tela, c'était les zones de Zérékoré. Ceci dit, vous avez, à votre niveau, identifié vos problèmes. Ces problèmes ont été recensés et portés à la connaissance des autorités, les plus hautes autorités de l'État guinéen. Ça s'est fait au mois d'août. Entre août et maintenant, je ne sais pas il y a combien de mois, nous avons besoin de ce travail pour essayer de faire en sorte que le résultat de vos préoccupations soit pris en compte dans les différents programmes que l'État va déployer. Cela veut dire qu'il y a des réponses immédiates que nous allons donner, mais il y a d'autres réponses qui vont être données plus tard. Mais est-ce qu'il y a la communication là-dessus? C'est ça son inquiétude. C'est que vous êtes en train peut-être de prendre des dispositions, mais la communication... La communication, oui. Pardon. En se séparant des commissaires, ce qui a été dit clairement, vous devriez rendre compte à ceux-là qui vous ont désignés dans vos quartiers. J'imagine que ce travail n'est pas encore suffisamment fait. C'est pourquoi... Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour résoudre ce problème-là à votre niveau, vous? Nous, il y a une commission à l'intérieur du ministère de la Jeunesse qui va prendre tous ces problèmes et qui va proposer des solutions au cabinet et le cabinet va valider. Okay. Nous allons faire une communication dès lors que nous savons que le travail de restitution n'a pas été fait. N'a pas été totalement fait. Non, on ne peut pas dire que ça n'a pas été fait. Peut-être partiellement fait. Nous allons essayer de relancer. Mais vous savez aussi qu'après cette remise au mois d'août, nous étions engagés fortement dans la lutte contre Ebola. Ensuite, c'est les élections présidentielles. Okay. Et donc, il y a eu tout cela. Mais nous prenons note et la commission du ministère essaiera de trouver des réponses à cela très très rapidement. La deuxième question, il a posé. La deuxième question sur l'AGETIP. Oui. Je souhaite qu'il s'approche de l'AGETIP. L'AGETIP, sa direction générale est à Conakry. Il n'a qu'à aller à Conakry, à la direction générale de l'AGETIP. L'AGETIP leur déclinera tout ce qu'ils font. A priori, ce qu'ils doivent savoir, l'AGETIP est créé pour permettre justement d'assurer à la fois cette formation des jeunes qui ne sont pas du tout allés à l'école et de faire la promotion des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Moi, c'est Kourou, on m'a dit, étudiant en 4e année génie minéral à l'école polytechnique des ingénieurs de l'université Kofi Annan de Guinée. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé à l'entame de vos propos d'un fonds d'insertion des jeunes. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à cela, c'est comment ce fonds d'insertion des jeunes fonctionne, comment concrètement ça fonctionne avec les étudiants, surtout à la recherche de leur premier emploi. Le fonds d'insertion des jeunes. C'est ça ma question. Pratiquement. Comment est-ce que le fonds d'insertion aide les jeunes? Le fonds d'insertion aide les jeunes qui déposent des projets concrets et qui rentrent dans leurs critères. C'est un fonds ouvert à tous les jeunes, donc 15-35 ans, scolarisés ou non, qui viennent avec des projets concrets et qui peuvent s'investir dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi des programmes de formation pour les jeunes en particulier qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou de pousser très loin les études. Il y a un programme qui est à l'intérieur de ce fonds qui s'appelle VCA, Vivre contre apprentissage, et qui se fait en termes de formation duale, c'est-à-dire les jeunes qui veulent parfaire leur formation ou qui veulent apprendre un métier sont identifiés, bien sûr, avec la participation des ONG qui les aident à l'identification, parce qu'il ne faut pas aller identifier quelqu'un qui ne veut pas aller se former, parce que tout simplement, peut-être qu'il a appris qu'il y a quelque chose derrière, il veut aller simplement récolter ça et puis ne pas assurer la formation. Donc, c'est des gens qui peuvent aller auprès des chaudronniers, auprès des frigouristes, auprès des électriciens, pour parfaire leur qualification ou alors pour apprendre un métier. Donc, le fonds, il est totalement ouvert et certainement que vous aurez la chance d'organiser une émission avec le directeur général du fonds d'insertion des jeunes qui permet justement, comme le nom l'indique,
aider les jeunes à s'insérer dans le tissu économique. Mais aussi, je disais, l'autre opportunité, et d'ailleurs qui est la plus grande, c'est booster les compétences. Booster les compétences qui est ouvert justement en particulier pour les jeunes issus des établissements d'enseignement supérieur et qui peuvent là, vraiment dans le cadre du volet I2I, avoir des possibilités d'améliorer leur formation, de développer une initiative en termes d'entrepreneuriat, mais aussi, je vais vous parler du projet démarrage que nous avions lancé et qui aujourd'hui va permettre d'accompagner 22 projets qui ont été sélectionnés sur la base d'un appel à candidature qui a été lancé et que nous sommes en train de mettre en place avec International First Bank qui nous accompagne dans ce processus. L'État guinéen a ouvert une ligne de crédit de 2 millions de dollars et donc l'idée c'est d'aider à supporter les jeunes qui veulent créer leur activité ou alors qui ont déjà leur activité mais qui sont en mal de trouver des financements pour aller au bout de leur entreprise, mais aussi d'augmenter la capacité en termes de création d'emplois, en termes de génération de bénéfices de leur entreprise. Donc, autrement dit, on capitalise ces entreprises-là. Ok, il y a une autre question très importante, David, qui nous vient de l'intérieur du pays. Elle est importante parce qu'elle parle du secteur agricole. C'est un secteur aujourd'hui qui peut pourvoir de l'emploi, mais les jeunes n'y vont pas, même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse fait, selon ces jeunes-là, pour orienter un peu une certaine couche de la jeunesse vers le secteur agricole? Est-ce qu'il y a un programme pour cela? Il y a un programme, c'est ce que je vous dis, le programme Jeune Espoir pour les jeunes agriculteurs qui a été mis en place, où nous avions pu mobiliser des tracteurs et des motoculteurs. Il y en a eu 75 motoculteurs et une vingtaine de tracteurs qui ont été mis à disposition des jeunes qui sont formés en groupement agricole, qui existent à l'intérieur du pays. Nous leur avons donné des moyens en termes de formation. Donc, certains de leurs cadres, les cadres de ces groupements, sont venus à Conakry dans les centres spécialisés, se sont formés et donc sont repartis. C'est quelque chose que nous démarrons. Nous estimons qu'avec les résultats qu'on pourrait avoir de ces premiers essais, on pourrait continuer à élargir cette opération sur l'ensemble des préfectures dont les jeunes sont disposés à travailler dans le secteur. Mais il faut le reconnaître, ça ce ne sont que des projets qui peuvent soulever l'envie. Pour que les jeunes soient suffisamment utilisés dans le secteur agricole, il faut aussi la présence du secteur privé, des entreprises agricoles privées capables d'absorber une grosse quantité de jeunes, tant en termes de main-d'œuvre, mais aussi en termes de cadre d'administration. Nous allons encore partir dans le public pour voir, il y a encore un jeune qui veut s'adresser à son secrétaire général. Je suis Mohamed Dabo, étudiant en Kofi Annan, master diplomatie. Merci de l'invitation pour les journalistes. Ma question s'accentue sur les filets sociaux, projets de filets sociaux, particulièrement sur l'assainissement de la ville de Conakry. Je voulais poser une question. Est-ce que le ministère ne pouvait pas créer des groupements d'intérêt économique pour qu'enfin créer, parce qu'à partir de ce groupement, on peut créer des entreprises pour que le projet ne s'arrête pas là, pour qu'après le projet, ça continue. C'était ma première question. Ma deuxième question, je vous demande si ce projet était seulement à Conakry ou bien à l'intérieur du pays, tout l'étendue du pays, parce que le rôle du ministère ne se joue pas à Conakry. Le problème de jeunesse ne se joue pas à Conakry. Seulement à Conakry, je pense que la question est comprise par l'invité. Merci beaucoup. Je commence par la dernière question, les filets sociaux. C'est vrai, ce que vous avez dit, pour pérenniser l'opération, il vaut mieux qu'il y ait la création des GIE, des groupements d'intérêt économique, en termes d'assainissement. Nous sommes dans ce créneau-là. L'AGETIP est en train de travailler sur ce volet avec une phase pilote qui va démarrer sur Conakry en partenariat avec l'ONUDI. Mais je pense aussi que justement, s'il y a
des groupements d'associations de jeunes qui peuvent porter des projets de ce genre, effectivement, ils peuvent s'adresser à des programmes qui existent au ministère. C'est comme booster les compétences, c'est comme le fonds d'insertion des jeunes, pour leur permettre d'avoir cet accompagnement, pour leur permettre de développer leur entreprise. C'est vrai que ce projet d'assainissement a eu un impact, bon, comme le nom l'indique, c'est filets sociaux, mais pour moi, cela ne pérennise pas l'assainissement de la ville de Conakry. L'assainissement des villes est de la responsabilité des collectivités. Et je pense que c'est là où nous sommes en train de travailler avec les collectivités pour permettre justement une prise en charge réelle des questions d'assainissement et de ramassage des ordures, avec un programme bien clair. Sur l'autre aspect, la deuxième question. La première. La première, oui. Qui concerne je pense que l'intérieur du pays. Les filets sociaux, on l'a lancé officiellement à Bantunka. En ce qui concerne le volet HIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, parce que c'est cette composante dans laquelle nous sommes impliqués. Pour le moment, Farana, Kankan, Zérekoré ont bénéficié de ce programme, tout comme la ville de Lalaba, mais aussi à Fria. Fria, avec la situation qu'on connaît de cette ville. Fria a bénéficié de 18 projets, de 18 micro-projets, à part simplement le curage et le ramassage des ordures, ce qui permettra aux jeunes de Fria et aux femmes de Fria, parce que c'est un programme dans lequel il y a 30% de garçons et 70% de femmes jeunes, je veux dire. Et donc, c'est dire que ce programme a permis de développer sur la ville de Fria 18 micro-projets, et nous estimons que ces jeunes-là, on va continuer à les accompagner pour leur permettre d'asseoir ou de créer de véritables GIE dans le domaine de l'assainissement dans cette ville-là. On va donner plus d'opportunités. Encore une fois, oui, au public, il y a une autre des gens question. qui souhaitent toujours poser des questions dans le public, oui. Ok, bonjour à tous. Ce que je voudrais, moi c'est Aïssa Touba, diplômée en sociologie à l'université Nongo Conakry. Ce que je voulais savoir, c'est quel espoir que monsieur le ministre donne aux étudiants qui ne sont pas encore diplômés, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants diplômés sans emploi. C'est l'espoir pour ces jeunes-là qui vont bientôt se retrouver sur le marché de l'emploi, alors qu'il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas pour le moment. Quel espoir? C'est une grande question. L'espoir que je donne, je peux donner à ces jeunes-là, c'est d'abord de croire en leur avenir. C'est la première chose. Peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est plus exacerbé. Quand je sortais de l'université, je n'ai pas été employé directement par ni l'administration, ni par le secteur privé, parce que c'était déjà coupé les embauches, comment on appelle ça, les recrutements automatiques à la fonction publique. Les temps ont changé. Bien, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je relate. Quand je sortais de l'université, avant moi, ceux qui sortaient de l'université étaient automatiquement envoyés à la fonction publique. Moi, quand je suis sorti de l'université, je n'ai pas eu cette chance d'aller à la fonction publique parce que c'était arrêté. Mais j'ai cru à ma formation. Et je suis allé chercher le travail d'abord dans le secteur de l'emploi privé. D'accord. Dans le secteur privé. Mais cela suppose qu'on se forme bien. Ici, il y a des opportunités. Le problème, même quand il y aura des entreprises, parce que ce qui est estimé, c'est que si toutes les entreprises se mettaient en place, en tout cas dans le domaine minier, par an, on a besoin d'au moins 100 000 personnes. Qualifiées, oui. Mais qualifiées, vous l'avez bien dit, qualifiées. Il faut donc que les jeunes acceptent de se former et de très bien se former. Parce que ces entreprises travaillent dans un environnement international très concurrentiel. Et donc, quand elles ne viennent pas ici pour faire le samaritain. Monsieur le secrétaire, vous parliez tout à l'heure de la mise en place d'un système décentralisé, c'est-à-dire
qu'il existe des structures sous-préfectorales de la jeunesse. Ben, quelles sont les mesures mises en place pour l'efficacité du fonctionnement de ces services, bien entendu, et car il ne suffit pas juste la mise en place de ces structures au sein des sous-préfectures, mais la suivi est moins efficace. Et ma deuxième question, c'est le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune est un ministère de la jeunesse, entre guillemets. C'est un ministère qui est proche de la jeunesse. Quels sont vos dispositifs ou vos moyens pour empêcher certaines attitudes d'autres ministères qui violent le droit, des droits qui reviennent à la jeunesse, aux jeunes? Donc, en termes clairs, M. Barry, les structures, les mettre en place au niveau décentralisé, c'est important. Que faites-vous pour que ces structures soient efficaces? Et deuxièmement, est-ce que le ministère de la Jeunesse, qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse fait pour promouvoir les droits des jeunes? Bien, sur les structures déconcentrées, pas décentralisées. Déconcentrées, effectivement. La décentralisation, c'est le ministère de l'administration du territoire qui s'occupe de ça. Pour ce qui est de la déconcentration, je vous ai annoncé l'ouverture prochaine des services sous-préfectoraux de jeunesse qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. C'est le dernier décret qui a permis, justement. Il faut recruter le personnel, mais cela va en lien avec les recrutements au niveau de la fonction publique. C'est de nous, dans un premier temps, on exprime le besoin pour que la fonction publique puisse recruter des personnes qui pourront nous permettre, justement, d'occuper ces fonctions-là. A priori, nous avons aujourd'hui plus de 800 jeunes animateurs socio-éducatifs qui sont formés avec un certificat d'aptitude au métier d'animateur. Ce programme couvre l'ensemble du pays. En attendant que ces structures ne soient suffisamment fonctionnelles au niveau déconcentré, ces jeunes ont la capacité d'assurer le minimum de services au niveau des communes, des sous-préfectures. Ok, déjà la formation est donnée. La formation, elle est déjà donnée. Oui. Et donc, derrière, justement, pour que les structures fonctionnent, il faut les moyens. Mais tout cela, c'est en harmonie avec d'autres ministères et en fonction des capacités de mobilisation du ministère de la Jeunesse. Donc, c'est un élément que nous prenons suffisamment en compte pour nous permettre à la fois de faire fonctionner déjà ce qu'on va créer, mais déjà ce qui existe. C'est-à-dire les inspections régionales, les directions préfectorales de la jeunesse. Sur la deuxième question, les droits des jeunes, et en particulier les questions de sport, je voudrais que M. le ministre et M. l'étudiant qui a posé la question puissent humblement s'adresser au ministère des Sports, qui gère les questions de sport. Ceci dit, sur les questions de droits des jeunes, nous approchons tous les ministères parce que nous nous positionnons aussi comme un ministère interrogateur qui interroge chaque ministère sur ce qui se fait. Dans le secteur de la santé, par exemple, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour que les jeunes soient protégés contre le VIH-Sida. C'est pourquoi les centres de conseil et d'orientation des jeunes sont ouverts. Dans le domaine de la paix et de la citoyenneté, il y a des centres d'animation à la paix qui commencent à s'ouvrir et ces jeunes travaillent. On interroge le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales sur les questions des droits, en particulier des jeunes filles. Ok, M. Barry, on va retourner encore au sein du public. Vous êtes face à la jeunesse et vous êtes du ministère de la Jeunesse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions à poser. Une seule question pour permettre à beaucoup plus de personnes de poser des questions. Oui, celui qui a le micro. Alors, bonjour, monsieur. Je suis Issa Junior Fadga, étudiant en licence 3 droit des affaires Université Kofi Annan de Guinée. Alors, puisque il y a un thème lié à l'emploi jeune, alors parlons-en. Aujourd'hui, il y a un problème majeur au niveau de la jeunesse, surtout la couche intellectuelle, qui est le déséquilibre entre les formations reçues dans les différents amphithéâtres et la problématique de l'employabilité. Alors, puisque dans les prérogatives du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, il y a non seulement un point qui est la promotion de l'emploi jeune. Ma question est de savoir quelles sont les réformes qui ont
été entreprises dans ce sens afin non seulement de rétablir cet équilibre qui est aujourd'hui perdu. Voilà. Les compétences, on dirait. Oui, très bien. Mais peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur les 4 principales missions qui ont été confiées au ministère de la Jeunesse dans le cadre de cette lettre de mission qu'a adressée le Premier ministre à tous les ministres. Hein? Dans cette lettre de mission, il est clair. 1. Mettre en œuvre un programme associatif, socio-éducatif, socio-économique pour les jeunes. 2. Initier une politique de création d'emplois pour les jeunes, et notamment par la mise en place des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et la facilitation de création d'entreprises. 3èmement, mobiliser les jeunes autour des valeurs de la paix, du travail et de la solidarité. Et enfin, le renforcement des capacités opérationnelles du ministère de la Jeunesse. Donc voilà les 4 principales missions qui sont confiées. C'est vrai que dans un de ces points, on retrouve la question de l'emploi des jeunes. Et l'outil aujourd'hui que le ministère est parvenu à mettre en place, c'est le programme Booster les compétences. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois qu'un forum a été organisé, forum entre l'État et les entreprises publiques. Monsieur Barry, la question des fatigas est d'autant plus importante que tout à l'heure vous avez dit que vous travaillez avec le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère universitaire pour coordonner un peu, voir ce que je vous dis. Le rapport emploi et formation. C'est ce que je vous dis. Oui. Ce forum a été organisé, un forum national, où on a mis en face l'État, les entreprises privées et les établissements d'enseignement supérieur, pour permettre justement à ce que les entreprises puissent exprimer leurs besoins concrets pour dire voilà le type de formation que nous voulons. Par exemple, si je prends le secteur de l'hôtellerie, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des hôtels qui sortent de terrain, mais je ne suis pas sûr que les formations qui sont données dans les enseignements de l'hôtellerie puissent satisfaire les besoins concrets des entrepreneurs de ce secteur. Et donc, comment faire pour que ça soit non pas maintenant les établissements d'enseignement supérieur qui concoctent à eux seuls leur programme, le contenu de leur programme de formation qui vont être donnés dans leurs écoles sans tenir compte des besoins du marché de l'emploi. Donc nous avions réussi à les mettre en face pour discuter. Et donc booster les compétences va répondre à cette question. Mais aussi, nous travaillons, je l'ai dit, avec le ministère en charge de l'enseignement technique qui fait partie du comité d'orientation stratégique de ce programme pour permettre justement d'harmoniser les points de vue, d'harmoniser, je ne dirais pas les programmes, mais les actions qu'il y a à entreprendre pour permettre justement à ce que le jeune qui est formé dans un établissement puisse aller. Mais aussi, il y a tout l'encouragement aujourd'hui qui est fait pour que les jeunes puissent aller vers les centres d'enseignement professionnel. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des ingénieurs, des milliers d'ingénieurs. Le travail de l'ingénieur existe. Mais le travail concret dans le bâtiment, c'est l'ouvrier. Une dernière question dans le public pour clore cette émission. Oui, on va prendre, je crois, voilà, un des cadres. Bonjour. Je m'appelle Ibrahim Derogui, je suis magistrat, conseiller de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je suis enseignant aussi dans les facultés de droit d'ici Kofi Annan et Symphonia. La question de la jeunesse étant transversale, je ne peux pas ne pas intervenir pour parler de cette question. Également, la question de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration est au cœur de la réforme dans tous les secteurs.
Donc, c'est une espèce de politique d'encouragement de la jeunesse et de remplacement de nous, les vieux cadres de la justice, que nous faisons chaque 2 ans. Donc chaque 2 ans, nous avons au moins 50 jeunes magistrats, 50 jeunes auditeurs de justice qui sont formés au centre de formation et de documentation judiciaire par nous, les vieux magistrats, qui ont fait de grandes écoles de magistrature en France. Nous formons ces jeunes qui aujourd'hui répondent effectivement très très bien et font la relève parce que la plupart de ces magistrats, des jeunes magistrats, occupent des fonctions de juge d'instruction, des fonctions de substitut du procureur et même de juge de paix, parce que le juge de paix des Sigini fait partie des jeunes magistrats. C'était tout juste pour vous dire que c'est une préoccupation nationale, la question de l'emploi, pas seulement au niveau du ministère de la jeunesse, mais c'est une question transversale et la priorité doit être donnée à la jeunesse. Je vous remercie. Bien. Et prise en compte par la réforme d'ailleurs, parce que le programme de réforme, ils en font état, la réforme de la justice va avec la réforme de l'État, la question de la modernisation de l'administration va aussi avec la réforme de l'État, et effectivement nous sommes dans une période de modernisation totale, parce que la plupart de ces jeunes aujourd'hui, il y en a eu 7 qui sont aujourd'hui aux États-Unis, il y a encore 7 qui sont en France, tout ça pour que, puisqu'ils sont plus aptes aux nouvelles technologies de l'information que nous autres les vieux magistrats. Donc nous sommes en pleine réforme et en pleine modernisation de l'administration judiciaire. Merci beaucoup. En tout cas, le ministère assure ce plaidoyer au niveau stratégique pour que chaque fois qu'il y ait des recrutements, que la priorité soit donnée à la jeunesse. Et cela dans tous les secteurs. Nous le faisons auprès de l'administration, nous le faisons auprès des entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises, je vais vous l'annoncer, c'était hier à une de nos réunions, qui nous ont annoncé qu'il y a 200 jeunes qui vont partir dans une formation au métier ouvert aux mines. Okay. Je crois en Thaïlande. Ça, c'est une bonne information. Donc voilà, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de dire à ces recruteurs, forcément, il faut prendre Mamadou, il faut prendre Ali, il faut prendre Fatoumata. Alors qu'il a compétence de suivre. Alors que on doit cultiver en jeune la compétence. Okay. Il faut qu'on aille vers la compétence. En tout cas, merci beaucoup, M. Barry. Je pense que c'est le mot fort de cette fin d'émission. L'emploi de la jeunesse, bien sûr, mais la compétence en quelque sorte d'abord. C'est vrai que beaucoup de personnes dans le public veulent encore poser des questions, mais on est pris par le temps. Donc, c'est la fin donc, de cette émission Guinée Forum. Ce 3e numéro. Nous avons reçu sur ce plateau le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, M. Ibrahim Barry. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est à moi de vous remercier parce que pour moi c'est une obligation, c'est un devoir. Voilà, merci aussi à David Yombulo qui a co-animé cette émission avec moi. Merci beaucoup. Je n'oublie pas le charmant public qui a fait le déplacement. Vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de cette émission qui s'affiche en ce moment même au bas de votre écran parce que ici le temps est vraiment limité. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Guinée Forum avec un autre ministère pour parler des réformes engagées dans notre pays. Merci et au revoir.